Interview Etienne Gis, partie 2, action. Yo les potes à tout le monde, c'est Inox13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec monsieur Etienne Gis. On avait parlé principalement de son métier de mathématicien et là nous allons revenir sur son rôle au CNRS, son rôle à l'Académie des Sciences. On va aussi parler de ses différents livres qu'il a écrits. Mais donc, en tout cas, si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis, let's go pour la vidéo. On va passer un peu à un autre aspect, parce que vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS. Ouais. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est que le CNRS ? Voilà. Alors, la France a beaucoup de chance. Les autres pays n'ont pas ça. C'était il y a 80 ans. Le gouvernement de l'époque a mis en place le CNRS. CNRS est Centre National pour la Recherche Scientifique. C'est-à-dire c'est une structure qui permet à des gens comme moi de travailler dans la recherche scientifique et uniquement pour ça, pour faire des chercheurs. Dans la recherche scientifique aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui sont professeurs à l'université. Un professeur à l'université, il doit enseigner, il doit faire des cours aux étudiants, et il doit aussi faire de la recherche. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont enseignants-chercheurs. Et ça, c'est l'immense majorité de la recherche en France, dans toutes les disciplines, hein, maths, physique, tout. Hein. L'immense majorité de la recherche en France est faite par des enseignants-chercheurs. Et puis, il y a une petite minorité, dont le CNRS, qui propose des chercheurs qui ne sont pas enseignants. Donc, c'est mon cas, par exemple. Hein. Donc, la réponse à la question, le CNRS, c'est une possibilité pour un certain nombre de chercheurs de travailler sur de la recherche sans avoir l'obligation d'enseigner. Et en France, alors que je ne dise pas de bêtises, il y a, je crois, je ne connais pas trop les chiffres, mais il y a environ 15 000 chercheurs au CNRS qui travaillent hein, dans toutes les disciplines. Hein, et en mathématiques, il y en a environ 500. Les autres, donc, ils font de la biologie, de la physique. Ah oui, etc. Tout. Il y a mathématiques, informatique, physique, biologie, astrophysique, astronomie. Et puis il y a aussi des sciences humaines, bien sûr. Il ne faut jamais oublier les sciences humaines. Hein. Il y a psychologie, il y a philosophie, il y a sociologie, etc. Le CNRS est coupé en un certain nombre de sections. Chaque section a une spécificité. Moi, je suis dans la section de mathématiques. Mais il y a énormément d'autres sections qui travaillent sur tous les domaines de la science, qu'elles soient sciences dures, comme on dit, c'est-à-dire les sciences exactes, ou la science plus molle, on peut dire les sciences humaines, hein, linguistique par exemple. Hein, environ 15 000 personnes. Sauf erreur, il y a 15 000 chercheurs et puis 15 000 ingénieurs administratifs. Et je crois que je ne me trompe pas trop dans les chiffres. C'est peut-être 20 000, je ne sais pas. Et donc, depuis quand y travaillez-vous ? Ah, moi, je travaille au CNRS. J'ai énormément de chance. Je suis rentré au CNRS avant que je ne soutienne ma thèse de doctorat. Donc, j'ai toujours été au CNRS. C'est un grand bonheur pour moi, un grand plaisir. Vous êtes aussi membre de l'Académie des Sciences. Quoi cela consiste ? Voilà. Alors, peut-être un petit peu d'histoire. Hein. Donc, l'Académie des Sciences, elle a été fondée du temps de Louis XIV. Il s'est trouvé fondée par Colbert, le ministre de Louis XIV. Louis XIV, c'est une époque où la science commençait à exister, mais le métier de chercheur, comme le métier de CNRS, comme le mien, n'existait pas. Les gens faisaient de la science un peu comme par plaisir, comme des hobbies. Ils faisaient ça dans leur coin, sans être payés pour ça. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter du matériel, etc. Et donc, à l'époque de Louis XIV, ils ont fondé l'Académie des Sciences, qui était une réunion on peut dire, aujourd'hui, on dirait un laboratoire.
un laboratoire de recherche, où ils ont embauché peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme 50 ou 60 savants, des scientifiques. Il y avait quelques mathématiciens, quelques physiciens, quelques biologistes, etc. Et puis ces gens travaillaient ensemble, travaillaient à leur recherche, faisaient des découvertes, observaient les étoiles, faisaient des maths, etc. Et se réunissaient une ou deux fois par semaine. C'était à l'époque au Louvre, à Paris, ils avaient un local, ça s'appelait l'Académie des sciences. On peut dire que c'est l'ancêtre des laboratoires de recherche. C'est un laboratoire, ils faisaient leurs expériences, etc. Et puis, je vais raconter l'histoire. Donc, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 1666 qu'a été fondée l'Académie des sciences. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Et puis, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est très très longue. Il y a 350 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'Académie des sciences est un regroupement de scientifiques. Ils sont plus 60, mais ils sont 250 ou 280. Et c'est un peu la même idée qu'avant, sauf que, bien entendu, le nombre de scientifiques aujourd'hui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que 280. Hein. Donc, ne serait-ce qu'au CNRS, j'ai dit qu'au CNRS, il y en a déjà 15 000. Puis, il y a tous ceux qui sont professeurs, enseignants-chercheurs, et puis il y a ceux qui sont à l'Institut Pasteur, ceux qui sont à l'INSERM. Il y a énormément de scientifiques. Donc, les 250 qui sont à l'Académie des sciences ne représentent plus toute la science. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit souvent que l'Académie des sciences est un peu le parlement des savants. C'est un peu comme des députés, hein, les députés de l'Assemblée nationale qui représentent la France. Eh bien, de la même manière, on pourrait presque dire que l'Académie des sciences, ce sont 250 scientifiques qui représentent tous les autres scientifiques, qui ont été choisis pour représenter, qui ont été élus, comme une élection, qui ont été élus pour représenter les scientifiques. Alors, donc, ces 250, eh ben, on leur demande des opinions. Par exemple, le gouvernement peut leur demander des points de vue sur l'énergie nucléaire, ou sur les énergies nouvelles, ou bien sur le virus, ou des choses comme ça. Donc, je résume, l'Académie des sciences est un regroupement de quelques centaines de scientifiques qui ont le devoir de représenter la communauté de tous les scientifiques le plus largement possible. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire maintenant avec Gaël, hein, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler de l'Académie des sciences, je suis en train de présenter à un jeune collégien, je suis en train de lui présenter comment ça marche la science en France, et je pense que je fais un petit peu mon travail d'académicien. Vous y êtes secrétaire perpétuel Oui. dans cette académie. Oui. Et donc, c'est quoi être secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences? Oui, c'est un petit peu ridicule comme mot, mais c'est comme ça. Dès le début de l'Académie des sciences, donc en 1666, donc ça fait très très longtemps. Bien entendu, comme c'est un regroupement, à l'époque c'était une cinquantaine ou une soixantaine d'académiciens, il fallait bien quelqu'un qui soit, non pas le chef, mais celui qui organise un peu la vie de ce laboratoire. Dans chaque laboratoire scientifique, il y a un directeur du laboratoire. Et à l'époque, ils avaient décidé d'élire un des membres de l'académie comme étant en quelque sorte leur chef. Mais c'est pas vraiment un chef, c'est celui qui organise la vie de tous les jours de cette académie. Et à l'époque, ils avaient décidé qu'une fois que ce chef serait choisi, il serait élu pour la vie, un peu comme un roi, comme Louis XIV. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le secrétaire perpétuel, parce qu'il était élu pour toute la vie. Et puis, ça a continué comme ça, et puis on a gardé le nom. Alors c'est un peu ridicule parce qu'aujourd'hui, donc moi je suis secrétaire perpétuel depuis 3 ans maintenant, mais heureusement, j'en suis très content, je ne suis pas perpétuel, à perpétuité, ça serait ridicule, parce qu'évidemment, c'est pas une bonne idée de garder des scientifiques trop vieux, parce qu'une fois
S'ils sont très 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 vieux, ils auront peut-être des difficultés à être repris. C'est un peu comme si on décidait que les présidents de la République sont élus pour toute la vie. On a fait ça dans l'histoire de France avec des empereurs et des rois. Bon, ça n'a jamais été un très grand succès, n'est-ce pas? Nous, en France, notre président est élu pour 4 ans, pour 5 ans, pardon, et on est très content de ça. Le président se représente après. Eh bien, c'est la même chose qui s'est passée pour les sciences. Le secrétaire perpétuel que je suis a été élu, et je suis élu pour une durée de 6 ans. Et quand les 6 ans seront terminés, je ne peux même pas faire comme Macron, je n'ai même pas le droit de me représenter pour une nouvelle, pour une nouvelle période de 6 ans. Je suis élu pour 6 ans maximum. Peut-être 8 si... bref, je suis élu pour 8 ans au maximum. Et après, eh ben, je prendrai mes petites affaires et je rentrerai chez moi tranquillement faire mon jardin. Voilà. Vous avez aussi récemment publié un livre, donc La petite histoire des flocons de neige. Et donc Ouais. vous faites tellement de choses. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre? D'ailleurs, vous en avez écrit d'autres auparavant. Ouais. Bah, c'est parce que, alors voilà, parce que ça correspond à ce que je racontais tout à l'heure, hein, c'est que au fur et à mesure du développement de ma carrière, je me suis rendu compte que le plus intéressant, le plus palpitant, on peut dire, dans la vie du mathématicien, c'est de partager avec les autres. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, partager les maths, on peut les partager avec des collègues, on peut les partager avec des étudiants qui font un doctorat, mais ça fait un tout petit milieu, hein. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai envie de partager avec tout le monde, hein. Et c'est pas facile parce que les maths, c'est souvent difficile. Donc peu à peu, je me suis mis à essayer de présenter des choses mathématiques à des publics les plus variés possibles. Alors d'abord, il y a maintenant presque 10 ans, j'ai eu l'occasion de faire un film mathématique, hein, qui s'appelle Dimension. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Donc c'est un film qui est destiné à tout le monde, qui est destiné à tout le monde. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ne sont pas des mathématiciens, qui n'ont pas forcément fait des études scientifiques, qui ne sont pas forcément directement intéressés par les maths, mais ça leur a plu. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des choses de plus en plus tournées vers ce qu'on appelle le grand public, hein, les gens qui n'ont pas forcément une culture de maths. Et puis maintenant, pour en venir à mes petits flocons de neige, il m'est arrivé l'histoire suivante. À l'Académie des sciences, il y a une association qui s'appelle la main à la pâte et qui a comme mission d'aider les professeurs d'école primaire à enseigner la science aux enfants, aux écoles primaires. Et ça fait maintenant plus que 20 ans qu'ils font des propositions pour comprendre, pour aider les profs. Et tous les ans, il y a une espèce de prix, un prix qui est remis à des classes d'école primaire pour des projets scientifiques qu'ils ont fait à l'école. Donc des gamins qui font des études de sciences sympathiques et il y a un prix pour les gagnants. Et le prix est remis officiellement, et beaucoup de cérémonies, etc. Et puis, depuis un certain nombre d'années, on demande à un scientifique de faire une petite présentation de science pour les écoles primaires. Et moi, on m'a demandé il y a 3 ans, de faire un exposé de mathématiques pour les écoles primaires. Et moi, je n'avais jamais fait ça. J'avais déjà fait des exposés pour des grands, y compris au lycée ou même au collège, mais école primaire, j'avais jamais fait ça. Et ça m'a un petit peu paniqué. Mais comment je peux parler de maths à des écoles primaires, quoi? Et puis j'ai eu l'idée de leur parler de flocons de neige. Et donc j'ai fait un petit exposé de 15 minutes pour les primaires. Et je crois que je peux le dire comme ça, je pense qu'ils ont bien aimé mon exposé, mais moi, j'ai adoré mon public. Parce que j'ai parlé de flocons et je voyais que les enfants, ils étaient contents. Et même dans la salle, ils criaient de joie parce que je leur montrais des belles images. Je leur montrais des flocons magnifiques et j'essayais de leur dire pourquoi ces flocons, c'était en fait des choses mathématiques, en fait. J'ai adoré.
J'ai adoré ça. Et alors, en sortant de cet exposé, je me suis dit, bah, j'ai envie de mieux comprendre. Et donc, j'ai étudié les flocons, qu'est-ce qu'on peut en dire mathématiquement, dans leur histoire, etc. Un petit livre qui n'est pas destiné aux écoles primaires, mais qui est destiné, j'ai envie de dire, à tout le monde. Hein, à tout le monde. C'est un livre qui est tout le monde sauf les mathématiciens. C'est pas un livre pour mathématiciens, c'est un livre, je crois, assez facile à lire, tout au moins au début. Il y a de l'histoire, il y a un peu de physique, un peu de maths, un peu de tout. Voilà. Et donc, pour répondre à la question pourquoi j'ai fait un livre sur les flocons de neige, la réponse, ça tient en un mot, c'est pour partager avec des gens qui ne sont pas mathématiciens. Pour en revenir à ce livre, d'ailleurs, il y a une question que je me suis posée. On entend partout dire qu'un flocon de neige, ça a 6 branches, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que maintenant on sait pourquoi, ou à peu près. Mais à l'époque, au début du XVIIe siècle, les premiers scientifiques qui ont regardé les flocons étaient surpris parce que quand on regarde les flocons avec une loupe ou avec un microscope, il n'y avait pas de microscope, quand on regarde les flocons, on voit qu'ils sont tous différents, il n'y en a pas deux pareils, hein, ils sont tous différents. Et pourtant, ils ont tous ce que nous, un mathématicien, on appelle une symétrie d'ordre 6. Ça veut dire qu'ils ont 6 branches, et même on peut les 6 branches sont identiques. Les flocons sont tous différents entre eux, mais quand on regarde un flocon, il est formé de 6 parts de pizza identiques. Pourquoi 6? Alors bon, il a fallu attendre très très longtemps, et la réponse, elle est venue d'une longue histoire que j'explique un peu dans mon livre, une longue histoire de maths et de physique et de chimie, de comprendre la nature de la glace. Hein, alors l'eau, bien sûr, les flocons, c'est fait avec de l'eau qui est gelée. Quand elle se solidifie pour faire de la glace, les molécules d'eau s'organisent pour former des hexagones. Et donc, ça veut dire qu'au niveau des hexagones, comme les alvéoles d'abeilles, quand on regarde les alvéoles d'abeilles, elles sont formées par des hexagones qui forment ces magnifiques alvéoles. Bien, c'est la même chose. Et donc, les hexagones au niveau microscopique, atomique, eh bien, ça, c'est au niveau de l'atome, se répercute au niveau de millimètres. Quand on regarde un flocon de neige, c'est environ 1 millimètre, hein, quelques millimètres. Eh bien, ça se répercute dans cette symétrie à 6 branches. Donc, l'explication pourquoi ils ont 6 branches, eh bien, ils ont 6 branches parce que les molécules d'eau, quand elles se solidifient pour faire de la glace, prennent des positions hexagonales. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que j'ai expliqué, je m'excuse, mais je préfère de la publicité pour mon livre, mais j'ai montré quelques belles images dans mon livre. C'est la fin de cette interview avec Monsieur Étienne Gis. Encore une fois, un grand merci à Monsieur Étienne Gis d'avoir accepté cette invitation. Et si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.